fait de petites annonces. Donc, c'est récent, donc ces troubles qui sont détectés. Donc depuis 3-4 ans, on en parle de manière plus démocratique, dans le populaire. C'est pas quelque chose qui est négatif, c'est aussi une source d'échec scolaire. Oui. Donc c'est pas un enfant qui a un handicap, une sorte d'handicap, mais qui n'est pas insurmontable. Il faut avoir un peu les moyens. C'est pas un manque de volonté non plus, comme on entend beaucoup dire. Moi, ma fille est multidys. On a été voir une orthophoniste l'année dernière. Elle a été suivie pendant 4 mois. En principe, au bout de 15 jours, on a déjà un bilan, qu'il soit dyslexique ou dyscalculique, pour déjà le plus gros. Et au bout de 4 mois, on n'avait toujours pas de bilan. Et la seule chose qu'elle arrivait à me dire, cette orthophoniste, c'est de toute façon, il faut qu'elle s'y mette. Il n'y a que ça, il faut qu'elle s'y mette. Alors quand il y a par exemple un enseignant qui détecte un problème de compréhension d'un texte ou un enfant qui n'arrive pas à calculer parce qu'il y a une problématique abstraite par rapport aux chiffres, qu'est-ce que doit faire le parent? Qui doit aller voir en priorité? En priorité, jusqu'à maintenant on nous disait d'aller voir une orthophoniste. Oui. Sauf que le mieux c'est d'aller directement droit au but et d'aller voir un neuropsychologue ou psychiatre. Oui, oui, vous avez vu. Je voulais juste dire que par rapport à l'enseignement, les parents doivent s'adresser déjà au psychologue de l'éducation nationale. S'adresser déjà au psychologue de l'éducation nationale qui lui fera un premier bilan et notamment pourra passer l'échelle qui est nécessaire pour le diagnostic. Donc c'est le risque 5 actuellement. Et ça fera tant de mois à payer pour les parents. D'accord. Oui, parce que ce n'est pas remboursé. Voilà, le psychologue d'éducation nationale est habilité à le passer et il suffit de prendre contact avec lui. Et de toute façon, on a une formation, donc on sait aussi participer comme les neuropsy. D'accord. Je suis psychologue dans l'éducation. Super. Merci bien de pouvoir intervenir. Merci beaucoup. Donc le psychologue scolaire. Voilà, très bien. Okay. Ensuite, le neurologue. Voilà, le neuropsychologue. Pour pousser plus loin. Et ensuite, se mettre en place tous les différents thérapeutes, si on peut appeler ça comme ça, les orthoptistes, les orthophonistes, voilà, tous ceux qui sont là pour pouvoir, les ergothérapeutes aussi, qui sont là pour pouvoir faire travailler les endroits spécifiques qui manquent à l'enfant. D'accord. Et donc, à l'école, après avoir vu le psy scolaire, on met en place un protocole, est-ce que les parents peuvent demander une aide, une AVS, une personne qui peut aider l'enfant à être avec lui en classe pour justement l'aider à la compréhension, à l'écriture, au calcul? Quels sont les moyens des professeurs? Voilà. Nous avons beaucoup de chance, nous avons quelqu'un qui est spécialisé. On va donner la parole. Oui, bon, alors après les parents s'adresseront au directeur et on va réunir une équipe éducative dans laquelle se positionnent donc les parents, le directeur, l'enseignant de la classe, éventuellement les orthophonistes qui interviennent avec l'enfant, les neuropsy, le psychologue bien sûr de l'éducation nationale. Et à partir de ce moment-là, on monte avec les différents partenaires un dossier MDPH, donc un dossier maison du handicap, qui va leur permettre de... Alors après, on peut solliciter ce dossier pour la première demande, on peut la faire toute seule, hein, les parents peuvent le faire tout seuls, mais c'est un dossier qui est assez conséquent, donc c'est vrai que si on peut être entouré, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Donc on va faire une première demande de MDPH. Ce dossier va passer en commission et c'est la commission qui va déterminer le taux de handicap et éventuellement les aides qui pourront lui être proposées, soit de type AVS, donc une aide humaine, ça peut être aussi des ordinateurs, ça peut être une allocation aussi pour aider les familles à payer éventuellement les interventions qui sont payantes de type neuropsy, psychomotricien, etc. Merci. Par quel âge on détecte ces troubles 10? Parce que bon, l'apprentissage de la lecture, c'est dès le CP, c'est tout de suite, dès le CP. Alors, dès le CP, il y a des petits symptômes qui apparaissent. Après, on ne peut pas vraiment poser un vrai diagnostic, d'après ce que j'ai compris, de par les médecins qui ont vu ma fille. On ne peut pas vraiment poser un diagnostic avant au moins le CE2, au moins. D'accord, c'est un cheminement. Certains sont diagnostiqués en seconde. Oui, seconde, oui. Ah oui, oui. Ça dépend du degré. Parce qu'ils ont compensé. Voilà, ils ont compensé, c'est ça. Oui, compensé.
Oui, certains jeunes passent au travers c'est le cas. parce qu'ils compensent et ça se remarque pas. C'est ça. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a du mal à lire va développer des aptitudes beaucoup plus importantes dans le calcul, par exemple. Le verbal. Ou le verbal. D'accord, donc il y a une compensation qui se fait automatiquement par l'enfant pour pouvoir pallier à l'handicap. Donc on reste avec ces troubles 10 toute sa vie. Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'il y a des... On compense. D'accord. Alors, vous avez écrit, donc, comme je disais, donc, vous êtes auteur, illustratrice, vous avez écrit donc, des livres à ce sujet. Vous faites partie d'une association et une maison d'édition qui s'appelle Adapt to 10. Voilà. Donc, qui traite de ces dysfonctionnements. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter de vos différents ouvrages et cette maison d'édition? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis arrivée dans cette maison d'édition un peu par hasard. Mais il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie. J'avais écrit avec Dan le conteur un livre sur le droit des enfants qui a été proposé à cette petite maison d'édition qui venait tout juste d'ouvrir en fait pour l'adapter pour les dyslexiques. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça avec Isabelle Legris, l'éditrice. Petit à petit, on a lié des liens, parce qu'elle aussi, elle a un fils qui est très multi-10, limite autiste même, donc parce qu'il y a aussi un lien entre les deux, assez régulièrement, on trouve une forme d'autisme dans la dyslexie ou dans... voilà. Donc, je me permets de vous interrompre, allez-y. Je vois un petit peu donc, des couleurs, je vois des petites parenthèses, je sais pas comment ça s'appelle, à quoi ça sert, comment l'enfant peut lire plus facilement ces textes? Alors justement, la maison d'édition adapte, et c'est la seule en France qui adapte des livres pour les dyslexiques, parce que d'autres maisons d'édition ont des petites collections qui sont faciles à lire, mais ce n'est pas vraiment de l'adaptation. Nous, l'adaptation, on l'a étudiée, on a fait une étude auprès de 2000 testeurs, 2000 enfants dyslexiques. On est suivi par un centre de recherche scientifique avec qui on travaille main dans la main. Et donc, la police de nos livres est de 16, dans une écriture qui est très lisible, avec un espacement entre les mots et dans les interlignes aussi qui est conséquent pour que les enfants puissent bien délimiter le mot. Et les majuscules et les ponctuations sont en rouge, histoire de bien comprendre le début et la fin de phrase. Parce que vous me disiez que les dyslexiques ne voient pas les points, donc du coup ils ne savent pas quand est-ce que les phrases se terminent ou commencent. Souvent. D'où la couleur, voilà, c'est ce qui justement se passait distinguer, voilà, ça commence là et ça se termine là. Ma fille lisait très bien, sauf qu'elle ne s'arrêtait jamais au point. Donc elle y est en continu en fait. Elle lisait en continu, sans respirer, et à la fin elle ne comprenait pas ce qu'elle avait lu, bien sûr. Ah oui, allez-y, oui. Non, c'est pas grave. Oui, si je peux me permettre d'intervenir, les ouvrages que vous avez écrits me semblent très intéressants, mais ils peuvent être utilisés également à notre niveau, tout simplement pour apprendre à lire. Tout à fait. Parce qu'ils coupent voilà, les mots, ils suppriment les lettres qui ne servent pas à grand chose, qui sont muettes, et ça peut être très intéressant. C'est ce que j'ai pas dit, les lettres muettes. Merci. Voilà. Elles ne sont pas complètement supprimées, elles sont légèrement en retrait, parce que c'est quand même important de garder quand même la langue française. Voilà. Mais c'est une forme de simplification de la langue, de toute façon. Voilà. Vous intervenez également dans les différentes écoles avec vos ouvrages. Voilà. Vous êtes venu aussi avec des petits crayons, avec des petites choses là, pour apprendre à... On ne fait pas que des livres, on fait aussi du matériel pédagogique et notamment des manchons pour les dyspraxiques. Donc ceux qui ont du mal à écrire. Qui ont du mal à écrire, pour bien placer les doigts, pour apprendre à écrire aussi. Ça peut être pour les petits aussi qui commencent tout juste à apprendre à écrire. Donc est-ce qu'un enfant qui a du mal à écrire, il faut justement l'inciter à faire du dessin par exemple, à faire du manie dessin, bien son outil, son crayon, la peinture, etc. pour justement qu'il s'entraîne. Pour les parents, il ne faut pas qu'ils baissent les bras, qu'ils continuent donc d'écrire ou de lire, ou donc des livres adaptés qui sont plus faciles. Par exemple, moi, pardon, je vous coupe. Par exemple, moi, j'ai appris à écrire sur l'annulaire.
Et évidemment, c'est très douloureux pour écrire une rédaction, par exemple, c'est douloureux au bout d'un moment parce que ça appuie sur la phalange et ça me déforme le doigt. Et personne ne m'a contrariée. On m'a jamais dit tu ne tiens pas bien ton stylo, parce que certainement que j'avais pas une écriture qui était assez moche pour me contrarier peut-être. Mais voilà, ça pose des problèmes. Oui, pardon. Ah bah oui, tout à fait, oui, les deux. Il y a des spéciales gauchers. Alors, spéciales gauchers. Mais par exemple, le triangulaire, celui-ci peut fonctionner pour les deux. C'est pas mal. Voilà. Alors il y a des petits. Pardon. Ah, d'accord. Alors il y a des petits dauphins, il y a des grippes pour les 3 doigts, il y a des triangles, il y a aussi des mousses. Enfin, il en existe de toutes sortes, de toutes les couleurs. Voilà. Alors c'est par exemple, je sais pas si les parents qui ont des enfants, parce que votre parcours m'a interpellée par rapport à votre mère qui vous forçait à faire des devoirs. S'il y a des enfants, des parents qui ont des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est sur n'importe quelle manière, il ne faut pas les forcer, il faut tout de suite voir un psychologue. Parce que je ne sais pas si vous voulez en parler, Sandrine, par rapport à votre vécu qui a été douloureux quand même quelque part, avec une mère qui certainement pensait bien faire. Ah oui, tout à fait. Pour elle c'était important, elle avait été enseignante aussi, donc pour elle c'était important que je sache bien lire, bien écrire, faire une rédaction même en seconde, et je recommençais jusqu'à temps que ce soit juste parfait à son goût, jusqu'à 2h du matin, sans manger. Et ça a été mon parcours scolaire, voilà, où il fallait absolument que ce soit parfait. Bon, j'ai eu la moyenne au bac, c'est sûr, j'ai réussi, mais le prix de l'apprentissage ne vaut pas tout ça. Je pense qu'on peut passer par d'autres chemins, donc j'ai choisi pour ma fille de la déscolariser parce que je ne trouvais pas d'écoute en milieu scolaire pour ses soucis. Il y avait beaucoup de harcèlement aussi. Qu'est-ce que c'est héréditaire, la dyslexie? Oui, il y a des susceptibilités génétiques. Oui. Il y a aussi des facteurs environnementaux. Voilà, il y a plein de facteurs, on va dire. Je pense aussi, on n'en parle pas encore assez à mon avis, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup trop d'ondes qui nous empêchent de faire faire notre cerveau de la bonne façon. Les écrans, l'alimentation avec beaucoup de sucre qui crée beaucoup d'hyperactivité chez les enfants. Tout ça contribue à forcément qu'il y ait une forme de troubles. Pas forcément que de la dyslexie ou autre, mais des troubles d'apprentissage. Il y a plus de garçons qui ont des 10 que les filles en moyenne. Alors je sais pas, peut-être. Ça sur les statistiques, non? Plus de garçons. Plus de garçons que de filles. Je dis l'inverse? Non. Il y a plus de garçons que de filles. C'est mieux de savoir. Bon, je peux pour quelle raison. C'est masqué par l'éducation scolaire, peut-être. Pardon? Les filles ont souvent une meilleure capacité d'adaptation et elles sont plus. Elles sont plus scolaires. Ah oui, voilà, c'est ça. Moins d'éducation. D'accord, je pense aussi. Oui. Peut-être que c'est récompense. Bon, ma fille était garçon manqué, peut-être que c'est pour ça. Donc oui, justement en parlant d'hyperactivité, si vous voulez que j'en parle, la maison d'édition propose aussi les coussins hyperactifs, hyperactivité. Ce sont des coussins adaptés à l'enfant qui bouge dans tous les sens et qui a du mal à apprendre. Et ça le canalise en fait, parce qu'il est obligé de garder sa stabilité. Voilà. Donc au bout d'un moment, il arrête de gesticuler dans tous les sens. Apparemment ça marche très bien. Je ne l'ai pas encore pris pour ma fille, ça serait tardé, parce que c'est nouveau. Enfin chez nous du moins, je ne le connaissais pas. S'il y a quelqu'un qui le connaît et qui peut témoigner, vous le connaissez? Ça marche bien, mais il ne faut pas que l'enfant soit vraiment très hyperactif. Parce que l'enfant hyperactif, vraiment, il ne reste pas assis. Ah oui, de toute façon, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est la même remédiation qu'on pratique avec des ballons de gym, en fait. C'est ça. C'est la stabilité qu'on acquiert qui fait travailler le cerveau et les systèmes d'équilibre. Donc on est obligé de jouer sur l'équilibre et ça nous ordonne. Voilà,
Alors, Au niveau des jeux, on est parti aussi récemment sur... on est parti sur les mémos des sons. Je vais me faire les mémos des sons pour aider à l'apprentissage de la lecture, justement, pour associer, parce que la dyslexie c'est un problème d'association du phonème et du graphème, donc le signe et le son. Donc les mémos des sons, on a fait ça avec les alpha borel et les borel mezzoni, pardon, et les alpha. Voilà, que l'enfant associe bien le placement de bouche pour le son avec la lettre qui est associée. Enfin, le son qui lui est associé. Parce que c'est pas vraiment que la lettre, c'est le son de la lettre. Voilà. Donc ça on le propose en sous-main, on le propose aussi en jeu de cartes de différents formats sur le site. Voilà, sur le site de la maison d'édition. Et quand vous intervenez dans les écoles, pour les enfants qui ont des 10, vous venez, vous expliquez aux élèves, vous les prenez un petit peu à part, ou comment ça se passe, vous expliquez aux professeurs? Oui, il y a beaucoup de... Mon éditrice, par exemple, elle est conférencière et elle fait beaucoup de conférences et d'ateliers, d'apprentissage, d'information, on va dire plutôt, aux enseignants, aux psychologues, aux thérapeutes. Voilà, parce que c'est vrai que ça commence à se savoir. De toute façon, il y a de plus en plus de sites internet où on peut trouver des informations aussi. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas encore vraiment la pédagogie pour intervenir ou dire aux parents, voilà, j'ai détecté tel souci, est-ce qu'il ne serait pas de bon augure justement de faire quelque chose, de faire un bilan ou, voilà. La dyscalculie? Oui, pour la dyscalculie, on a mis en place. Alors, c'est juste pour montrer. Ils vont pas tarder à sortir. Ce sont des jeux plateau en A3 pour pouvoir apprendre à additionner, à soustraire, à multiplier. Il y a 2 niveaux différents. Voilà. 2 niveaux de difficulté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur... On va dire le site Adapt210. Adapt210.fr. Adapt210.fr. Donc pour les commandes de jeux ou les conseils. Voilà. Et on recherche encore, la maison d'édition recherche encore des testeurs, des enfants testeurs. Donc il faut envoyer un mail à la maison d'édition pour pouvoir recevoir le protocole pour participer à ce test grandeur nature en relation avec le centre de recherche scientifique qui est derrière nous. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au fonctionnement, au trouble des 10? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui, en même temps je suis pas médecin. Vous avez des enfants 10? D'accord. Alors vous, comment vous avez des enfants, vous occupez d'enfants dyslexiques, comment vous travaillez avec eux Il faudrait qu'on ait plus de formation. Moi, j'enrichis en fait ma capacité, si on peut dire, ma compétence toute seule. Soit sur internet, soit en parlant avec les enseignants, les psychologues que je rencontre, etc. Et c'est très difficile. On est en marge de tout ça alors qu'on est les premières actrices ou acteurs là-dedans. Et c'est un peu dommage. Cette formation, parce qu'au niveau des AVS, je ne sais pas quelle formation vous avez, mais bon, à chaque fois il y a des enfants qui sont tous différents et des problématiques différentes. Donc c'est pas évident de s'adapter, il faut une formation plus générale ou alors une AVS spéciale 10, on va dire, qui sachent comment les aider, les interpréter sur le trouble. En fait, c'est vrai qu'il y a un manque de formation. Je suis chef d'établissement et je constate que les enseignants ne sont pas formés. Quand on leur demande d'adapter leur enseignement pour des 10, ils ne comprennent pas parce qu'ils disent que c'est un manque de travail. Je crois ce qui serait bien, c'est de généraliser en fait les consignes qui sont données pour les 10
généraliser à tous les enfants. Parce que quand on demande de répéter les consignes pour voir si elles ont été bien comprises, je crois que tous les enfants peuvent en bénéficier. Voilà, les photocopies, les ordinateurs. J'ai déjà vu aussi, par exemple, des professeurs qui proposaient des textes microscopiques pour des élèves pour économiser le papier. Je trouve que pour tous les élèves, en fait, c'est péjoratif. Donc, en fait, ça peut être adapté, l'enseignement des 10 pour tous les élèves. Et quand je vois aussi les ravages qui ont été faits au niveau du primaire avec les méthodes d'apprentissage de la lecture, on a créé des 10. C'est reconnu parce qu'en fait ils n'ont pas appris à scinder les mots à partir des sons, et c'est vrai que le son prime beaucoup sur l'apprentissage de la lecture. Voilà, c'est ça, merci. Généralement, dans une classe de 25, il y a 1 ou 2 élèves toujours. Pour les EUP et les 10, les hyperactifs. Ah oui, c'est alors ma fille a fait la 6e et elle a été, pourtant je l'ai dit au prof principal qu'elle avait des difficultés, des troubles dyslexiques, mais rien n'a été fait pour l'accompagner. Par exemple, le prof de sciences naturelles, enfin ça s'appelle SVT maintenant, pardon, le prof de SVT leur faisait prendre des notes pour les cours. Moi, j'arrivais à la maison, je passais 2 heures à corriger son cours, à remettre dans l'ordre les phrases. Il manquait des mots. C'était ni fait ni à faire, et jamais il passait derrière les élèves pour voir si c'était bien pris. C'était comme à la fac, quoi. Et le pire, c'est l'anglais écrit. Ah oui, c'était... Alors moi, c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est mon neveu qui est 10. Et le problème, c'est que dans sa famille, enfin ma cousine, donc qui est la maman, et mon cousin, qui est le papa, ne sont pas forcément très réceptifs à ça, et je pense qu'ils n'ont pas la démarche qu'il faut, et donc c'est un petit peu embêtant d'en parler. Donc je sais jamais comment essayer d'amener sur le sujet, et c'est pareil pour ma fille. J'ai une fille qui était bègue, c'est passé, et je détecte des enfants bègues jeunes, et je ne sais pas comment dire aux parents qu'il faut les suivre très rapidement, parce que le bégaiement, sur 5 enfants bègues, il y en a un qui bégaye. Voilà, il faut les traiter tous les 5 parce qu'il y en a un qui restera bègue à vie, et voilà. Donc voilà, c'est toujours ce problème-là, comment aller voilà, le plus gros problème. Ouais. C'est vrai que c'est ce que mes parents ont été confrontés à ça aussi, et encore aujourd'hui, parce que quand je leur dis que Jade, je l'ai sortie du système scolaire parce qu'elle est dyslexique, multidys, et que c'est très compliqué pour elle de suivre un cursus scolaire normal, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est un échec, c'est un handicap qu'ils ne veulent surtout pas voir. C'est pas possible. Voilà. C'est une forme de déni. Oui, c'est un déni. C'est moi qui suis fautive. Enfin, voilà. Pour eux, il ne faut absolument pas mettre un enfant dans une case comme ça, sinon on ne s'en sort pas, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose de négatif, un handicap, mais au contraire, il faut en parler davantage et que ce soit plus connu. Comme vous disiez, ces troubles ne sont pas assez connus et pas assez développés, dans le sens où l'information n'est pas assez divulguée. Oui. Oui, alors après, un enfant, il ne se définit pas que par son incapacité. Il faut y veiller à ça, parce que pour les enfants qui sont reconnus 10 et tout ça, c'est compliqué. Après, on n'est pas que 10. Oui, on n'est pas que 10. Et bien souvent, au contraire, les enfants dyslexiques ont des capacités artistiques très développées. Comme ma fille. Et qu'il faut mettre en valeur. Il faut vraiment veiller, oui, c'est une particularité. Mais on n'est pas que... C'est pour tous les handicaps, c'est tout à fait ça. Pour tous les handicaps. Mais c'est vrai que les 10, on a tendance, notamment dans les classes, à dire c'est des dyslexiques, c'est faire attention parce qu'après les enfants... Ils se dévalorisent. Déjà qu'ils se dévalorisent eux-mêmes. Ils n'essayent même plus de faire des efforts parce qu'ils répondent à ce qu'on attend d'eux. Oui, c'est ça. Donc c'est l'image de soi qui est en train de... Voilà. Moi, j'ai moi-même une enfant dysphasique et c'est... Voilà, je l'ai bien vécu. Oui. C'est pour ça aussi que au départ, j'ai moi-même refusé le parcours du combattant qu'on me proposait, avec la passerelle et tout ça, parce que je me disais, je ne veux pas que Jade elle se catégorise inférieure aux autres. Voilà, elle a plein de capacités, et j'ai choisi du coup un collège où, pour la 6e, où ils avaient des classes créa. Donc ils avaient des classes sportives et des classes créa. Comme elle est très artiste,
je l'ai mis en classe créa et je me suis dit là elle va s'épanouir parce que c'est le chant, la danse, la musique, le dessin, les arts plastiques, il y avait la photo, il y avait tout pour elle là. Sauf que c'est 1h30 par semaine. Donc autant qu'elle fasse une activité le mercredi après-midi. Et les profs n'étaient pas du tout... alors que justement, cette classe créa avait été créée dans le but de justement offrir aux enfants qui avaient des difficultés scolaires une porte d'entrée, on va dire, pas de sortie, mais une porte d'entrée. En fait, les profs n'étaient pas du tout réceptifs à ces problèmes, voilà, ces problématiques-là. Donc... si je peux dire un mot, oui. Je pense que c'est toujours une question de moyens. Alors, un professeur, un esthète qui a au minimum 25 élèves dans la classe, il se trouve parfois 2 ou plus élèves qui ont des soucis, il n'a pas parfois le temps de se dédier c'est sûr, bien sûr. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la difficulté de communiquer aux parents. Parce qu'il y a aussi cette histoire d'acceptation. Moi-même, je suis confrontée à des personnes, des parents qui ont des enfants avec une AVS, donc ça devrait être accepté, entre guillemets, mais c'est pas vrai. Ils sont toujours quelque part dans le déni. Bien sûr. Et l'enfant est toujours mis dans le fait, il ne sait pas s'appliquer, etc. Manque donc de volonté. on doit encore faire beaucoup de... N'a pas appris ses leçons. Vous avez encore de l'information comme travail à faire. J'ai un exemple concret, juste le dernier mois avant que je l'enlève de la 6e, elle avait tout un vocabulaire sur la démocratie antique, donc grecque. Déjà, un enfant de 11 ans lui parler de démocratie, je pense que c'est un peu trop abstrait encore pour son âge. Mais c'est au programme, donc on est obligé d'en passer par là. Et elle avait toute une liste de vocabulaire à apprendre. Et le problème du dyslexique, c'est aussi d'apprendre du vocabulaire, du nouveau vocabulaire. Problème de mémorisation et tout ça. Donc pour pouvoir lui faciliter la vie, elle avait en fait à chaque fois un mot de vocabulaire avec la définition qui s'y rapportait, avec aussi des nouveaux mots dans la définition. Ça faisait 3 mots nouveaux par phrase. Et elle n'y arrivait pas. Pour elle, c'était pas possible. Donc j'ai pris le parti de lui reformuler la définition avec des mots qui étaient adaptés à sa compréhension pour qu'elle puisse enregistrer le mot de départ. Et elle a ressorti, elle a appris très vite en fait finalement le texte. Elle l'a ressorti en contrôle et elle a eu 0 parce que c'était pas les mots que la maîtresse, enfin que la prof avait demandé. C'était pas la définition exacte, c'était pas le par cœur. Alors que ce que j'avais fait moi, c'était ce que j'avais trouvé vraiment sur internet dans les dictionnaires adaptés à son âge, à 10-11 ans. Peut-être même moins, parce que bon, elle est très avancée pour son âge, mais elle a une compréhension un peu inférieure. Et ça convenait parfaitement de la définition que j'avais trouvée pour ce mot-là. Mais c'était pas les mots de la maîtresse, d'un prof. Voilà. C'est pas toujours évident pour le professeur de s'adapter aux enfants qui sont différents. Et donc ça a été la crise de pleurs parce qu'elle s'est sentie vraiment en plus elle confiance, voilà. Donc et puis en plus Jade n'a pas appris sa leçon. Alors vous qui êtes chef d'établissement, comment vous voyez ça, comment est-ce que vous communiquez avec vos enseignants? Alors 2 choses déjà, la plupart des gens qui sont sensibles à la dyslexie, c'est parce que dans leur existence, ils ont côtoyé des dyslexiques. Moi c'est pareil, j'ai des enfants, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, mon fils a été détecté en seconde, donc il compensait. Et j'ai toujours un souvenir aussi de cette expérience. Il était, je crois, en 6e et il avait de l'anglais à travailler et il avait appris ses phrases pour traduire, il avait du français à traduire en anglais, donc il avait traduit. Et à chaque fois que sur la ligne il y avait une faute d'orthographe, il avait 0 à la ligne, donc il a terminé son contrôle avec 1 ou 2 ou 0, je ne me souviens plus à l'époque, mais c'était juste catastrophique pour motiver des élèves de 6e à apprendre l'anglais. Donc voilà, une seule faute d'orthographe, c'était 0. Et alors certains enseignants s'adaptent, font des interrogations orales, mais c'est vraiment la minorité.
et la plupart, c'est vrai, aménagent la notation en fin de contrôle lorsqu'ils ont un dossier. Alors, vous parliez tout à l'heure de la MDPH. Au niveau de l'établissement scolaire, il y a le niveau légèrement en dessous, c'est des PAI qui peuvent être médicaux et des PAP, ce qu'on appelle des plans d'aménagement personnalisé, qui permettent effectivement, dès que ça a été validé, de pouvoir adapter la notation, mettre un petit peu de temps complémentaire au moins d'exercice et puis donner éventuellement des photocopies. Alors, les enseignants, généralement en début d'année, sur la journée de pré-rentrée, quand je peux, je fais intervenir des spécialistes, orthophonistes et autres, qui présentent des cas sensibles, ce qui permet d'apporter l'information à tous les enseignants. J'ai quand même beaucoup de retours de parents qui disent que ce n'est pas adapté, l'enseignement n'est pas respecté, les consignes ne sont pas respectées. Et lorsqu'on dit aux enseignants, ils disent « non, mais on n'a pas le temps, de toute façon ». Oui, c'est la sensibilité de chacun. Et l'envie de leur faire changer les choses. Et comme vous le dites, c'est les enfants, enfin les enseignants qui peut-être un enfant 10 ou d'autres problèmes, vont faire plus d'efforts pour aider ces enfants-là. C'est vraiment une démarche personnelle. Les enseignants, ils aménagent la note. Voilà, ils aménagent la note. J'ai un enfant à besoin particulier aussi, et d'une année sur l'autre, on est encore en primaire, donc on n'a qu'un enseignant. Quand il va falloir en passer par 10, ça sera un peu compliqué, mais d'une année sur l'autre, à la rentrée, on se demande toujours comment ça va se passer. Et pour l'instant, on a eu plutôt de la chance. On a galéré en maternelle, vraiment. En primaire, on a eu que des instituts qui, même ceux qui ne se sont pas complètement adaptés, ont lâché sur certains points, ont été un minimum compréhensifs. En maternelle, on a eu quand même le cas dans une école de 6 classes, d'une réunion pédagogique officielle en février avec l'Institut et de refus en bloc de tout l'établissement, et d'arriver à la rentrée l'année suivante et l'Institut, donc collègue qui était dans la salle d'à côté, n'avait eu aucune information, aucun dossier, ne connaissait pas le cabinet. Et elle nous a regardé en faisant. Et elle a mis 2 mois à gérer le truc et finalement à faire tout ce qu'on avait demandé d'elle-même. Et elle n'avait pas forcément d'enfants. C'est sûr qu'on ne peut pas les blâmer non plus parce qu'ils n'ont pas vraiment d'informations là-dessus. Et puis en plus, il faut gérer quand même une classe de 20 à 30 avec des enfants qui ont des difficultés, qui ne vont pas au même rythme que les autres. Ça ne doit pas être facile d'adapter des cours spécifiques. Alors nous justement, on est en train de travailler là sur des programmes scolaires adaptés. Donc on commence par la primaire, hein. On viendra peut-être après au collège plus tard. Il y a déjà pas mal de boulot, les livres d'écriture adaptés avec les lignes des moulins. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des pages de lignes, voilà, des moulins. Donc il y a 4 lignes au lieu des lignes à carreaux qu'on connaît. Il y a 4 lignes avec des couleurs et comme ça l'enfant détecte bien là où il doit écrire. Parce que ma fille par exemple, elle écrit en montagne russe. Voilà, elle ne voit pas forcément bien les lignes et elle écrit entre les lignes en fait, entre les deux carreaux. Ça fait partie aussi des problèmes de dysorthographie et de dyslexie. Ouais. J'ai raté les 10 premières minutes. Concrètement, quand un enfant de petite section vous écrit sur le papier « c'est un fainéant », je cite, en moyenne section, vous dites devant lui « c'est un paresseux ». Là, on est au CP, on n'y arrive pas, il prend beaucoup de retard. Je vais voir qui. On me parle de bilan à 300 €, on me parle d'ergothérapeute à 40 € nous rembourser. C'est bien ça. Je suis ATTP dans les alors, voilà. CIO. Souci de gestion des émotions. Scolaire. Ah non, j'ai CIO, centre d'information. Parce que là, on voit un retard des problèmes d'écriture. Ouais, c'est la seule personne qui prend la législation. Voilà, savoir si
centre d'information et d'orientation. Voilà. Vous voulez intervenir? Oui, juste à la décharge des enseignants, quand même. Ils ont énormément de travail, de charges actuellement, et ce qui cause le plus de difficultés actuellement, ce sont les enfants qui présentent des troubles du comportement, et c'est vrai qu'ils perturbent la vie de la classe parce qu'eux-mêmes ont des difficultés et autres. Et c'est vrai qu'ils finissent épuisés. Je vous assure que j'en connais quand même un certain nombre. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent, mais c'est très compliqué. Hein. Actuellement, c'est vraiment très compliqué quand même. Et il y a une question que je me posais, vu que j'ai des directeurs et des psychologues, vous êtes psychologue scolaire, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez du fait de créer une classe spécifique dans chaque établissement pour ces parcours-là, pour les parcours difficiles? Alors, c'est déjà tenté. Hein. Par exemple, au MUI, ils viennent de la fermer. Ah, ils l'ont fermée. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, un enfant 10 ne ressemble à aucun autre. Ah ben oui, déjà. Donc on ne peut pas dire qu'on va recevoir et qu'on va faire un programme commun. Hein. Donc ils avaient essayé de mettre en place une classe 10 qui recevait des dysphasiques, des dyscalculiques. Bon, c'est vraiment n'importe quoi, parce que là vous cumulez tous les problèmes sur un enseignant, c'est pas possible d'y répondre correctement, ça. Et puis après, c'est aussi des parquets, quoi, hein, faire une classe, parce qu'on a beau dire que la classe est intégrée, etc., mais non. Il faut être conscient que dès lors qu'on fait une classe à part, les enfants sont à part. Hein. Donc, non, je ne crois pas que ça soit très... Ils seront grands, ils vont vivre dans le même monde. D'accord. Oui, effectivement, il y a des expériences qui ont été tentées et donc le bilan a été à chaque fois négatif de faire des classes. Déjà pour leur image aussi, c'était la classe des débiles, la classe oui. Donc il faut être clair. Donc généralement, on en a 2, 3 par classe. En fait, c'est un peu la loterie du hasard. Moi, j'ai des professeurs qui ont jusqu'à 7 élèves sur une classe de 25 qui ont des difficultés. Mais ils sont intégrés à la classe. Voilà, on adapte les photocopies, l'enseignement. Ça leur pose pas de problème. Et c'est vrai que c'est un surpoids de travail. Surtout le surpoids de travail, en fait, c'est la multiplication des dossiers, puisque c'est un peu exponentiel en ce moment. Et je pense que ça vient aussi des apprentissages en primaire, donc ils en ont créé beaucoup. Puis les parents sont sensibilisés aussi, donc c'est vraiment exponentiel et ça prend énormément de temps en réunion avec les parents, avec les psychologues. Mais les enseignants font tout ce qu'ils peuvent effectivement pour s'adapter, mais ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas les moyens, donc voilà, ils reformulent les consignes. Et là, c'est quand même beaucoup plus intéressant de les avoir immergés dans les classes, parce qu'ils sont un élève comme un autre, en fait, c'est juste... Est-ce que le protocole, il n'est pas un peu lourd, peut-être justement, qu'il faudrait l'alléger pour arriver à un résultat non, il n'est pas lourd, plus simplifié? C'est le nombre qui est exponentiel. De plus en plus de... Voilà, le protocole, non, n'est pas spécialement lourd. On demande quand même effectivement un dossier complet avec un ergothérapeute, avec des tests qui ont été effectués dans différents domaines. L'orthophoniste, vous en parliez, par les orthophonistes. En fait, c'est un bilan orthophonique qui est la base de tout, généralement pour déclencher, qui est remboursé par la sécurité sociale, même que les cours d'orthophonie. Donc là, de ce côté-là, c'est gratuit. Et après, c'est une gestion par les chefs d'établissement et leurs équipes. Alors moi j'en ai vu 2. En plus leur liste d'attente est souvent immense. Et j'en ai vu 2 d'orthophonistes qui n'ont pas su en fait me donner de bilan orthophonique. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Alors, il y a une démarche qui est possible aussi, c'est de s'adresser au pôle du langage. Donc, il y a des pôles de référence sur Nice, sur Arval, sur Toulon, sur Marseille, Réseau 10, etc. Donc, eux, c'est c'est une équipe pluridisciplinaire qui peut faire le bilan. C'est remboursé pour le coup, c'est pris en charge. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au protocole, donc pour aboutir à une aide. Alors je dirais que pour monter le dossier, c'est pas vraiment une galère, mais c'est pour l'après, pour le traitement des dossiers, parce que là, il y a effectivement peu de monde pour traiter tous les dossiers. Et là, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a un certain nombre de notifications qui sont arrivées avec la possibilité pour les familles d'avoir une aide humaine de type AVS.
mais qu'on n'a personne et que les postes d'AVS sont de moins en moins nombreux et que donc on fait miroiter aux familles qui auront la possibilité d'avoir une aide, mais ils ne vont pas l'avoir, hein, l'aide, parce que budgétairement elle n'y est pas. Donc c'est le manque de moyens aussi, hein, donc après voilà, ça dépasse un peu le cadre. Oui. Je crois que c'est une réunion par an ou deux. Alors en parlant d'AVS, au mois de juin on va sortir une série de petits livres aux petits garçons, 10 et Automa. Automa c'est une petite robot qui est l'AVS en fait de 10. Et elle l'accompagne à l'école, elle lui apprend plein d'astuces pour pouvoir arriver à ses fins d'apprentissage. Et voilà, les 2 premiers vont voir le jour au mois de juin. Voilà. La dyslexie et la dyspraxie avec le vélo. Là, je dois terminer. Merci pour votre intervention. Sandrine Russo, on vous retrouve Merci à vous. Au stand de la librairie Jean Jaurès. Oui. Merci.